ils s'en souviennent d'une certaine façon. Et du coup, il y a des tas de choses qui étaient intéressantes à reprendre, comme si j'étais à ce moment-là, mais avec le recul qu'on a aujourd'hui, parce qu'il y a des tas de choses que l'on ne savait pas à l'époque, que l'on sait aujourd'hui, mais que certains savaient. En tout cas, ceux qui sont à des postes parfois de journalistes, parfois politiques. Et donc, je voulais vraiment rentrer à la fois dans l'intimité de quelqu'un qui médite, le personnel, l'intime, l'intériorité, et aussi, on n'est pas tout seul, on est en couple, on est dans le monde, on est avec les autres. À quoi ça sert d'ailleurs de partir méditer pendant 10 jours? Est-ce que le monde va mieux si on médite? Combien faut-il qu'on soit médité pour que le monde aille mieux? Est-ce que la méditation est soluble dans la terreur du monde? Donc toutes ces questions qui allaient du simple, du couple au général et à l'universalité, sont une question aujourd'hui, en ce moment même, parce que tout d'un coup, notre intimité est l'intimité de toute la planète, ou à peu près, même s'il y a d'énormes différences dans notre façon de vivre ce confinement, il y a quand même quelque chose qui révèle qu'on est dans le lien et dans l'universalité de l'humain. Et je pense qu'on en a à peu près tous conscience. Et ça, c'est quelque chose qui a jalonné toute l'écriture de ce livre. Et ça m'impressionne beaucoup, à vrai dire, cette histoire d'antériorité. C'est-à-dire que je le sais qu'on écrit avec ce qui vient. Je sais bien que quand un livre est fini, je me dis, bon, il y a 350 pages, j'en ai écrit 15, qui a écrit les autres? Mais même si je le sais, là, j'ai vraiment la sensation de me retrouver dans, tu vois, tu as écrit pendant 2 ans, et dans ce que tu as écrit, ça résonne sur ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Bon, évidemment, comme on ne peut pas acheter le bouquin, il y a un truc qui ne va pas non plus dans le raisonnement. Mais si, quand même, voilà, j'ai écrit pendant 2 ans, et maintenant, les questions qui étaient dans le sous-texte, ce qu'on appelle en théâtre le sous-texte, l'à côté, elles sont là. Elles se posent en ce moment, et même si ce n'est pas la même histoire, même si c'est en 2001, ben, il y a un semblant de choses qui nous ressemblent là, dans ce qu'on vit. Oui, tout à fait. On retrouve toutes ces questions de comment vivre son intimité dans un monde qui va mal, comment réagir quand le monde va mal, est-ce qu'on se met en retrait, est-ce qu'on participe? Toutes ces questions qui se posent dans ce livre sont complètement d'actualité aujourd'hui. Est-ce que tu avais eu des retours déjà de lecteurs, parce qu'il est sorti en janvier, donc il y a eu un petit temps? Non, j'ai pas eu beaucoup de retours de lecteurs. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont là ici, puisque on leur a conseillé le livre. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont lu et qui vont pouvoir intervenir et te poser des questions aussi sur ce livre et te donner leur avis et leur retour sur le livre. Je voudrais pas trop dévoiler l'intérieur et continuer à en parler comme ça. Peut-être tu as d'autres questions sur, je sais pas, sur le fait que c'est le 12e, j'en sais rien, enfin d'autres choses qui... oui, voilà, peut-être tu as d'autres questions que le livre en lui-même ou sur l'écriture, ou je sais pas. Oui, bien sûr. Bah, écoute, sur l'écriture, comment est-ce que tu as écrit ce livre? Voilà, comment ce sujet de la méditation s'est imposé à toi à un moment donné et voilà, cette confrontation entre cette introspection et puis ce chaos du monde. C'est d'abord le personnage d'Hélène qui est venu. C'est-à-dire le personnage d'Hélène, alors c'était très ennuyeux. Hein, le personnage d'Hélène est arrivé pendant que j'étais en méditation. Alors là c'est pas possible, j'avais pas de crayon, j'avais pas le droit d'écrire. Puis je voulais vraiment respecter les règles. Donc je lui ai dit, faut se calmer là, on se reverra plus tard. J'essayais d'enregistrer de toutes
de toutes mes sensations comme ça. Et comme c'est ce qu'on fait, alors ce qui est extraordinaire, c'est que quand le personnage d'Hélène est arrivé, ça m'a un peu paniqué, je dois dire. Parce que je me suis dit, oh, je ne peux pas prendre de notes. C'est le vieux réflexe. J'ai rien, je ne peux même pas enregistrer, j'ai rien, même pas dicter. Et puis je me suis dit, ben non, mais c'est pas le moment. Là, c'est ta truc à toi, donc voilà. Mais comme on est tellement dans l'attention, dans la sensation, dans l'enregistrement des sensations, la qualité d'enregistrement de la mémoire, c'est intact. C'est-à-dire que après, quand j'ai écrit, quand j'ai pris mon stylo, plus tard d'ailleurs, beaucoup plus tard, puisque j'ai commencé par faire des recherches, parce que le personnage de Sébastien est arrivé quand je suis repartie dans la vie normale. C'est vraiment le cas de le dire. Hein. Heureusement d'ailleurs, on a un jour, quand on passe les 10 jours de méditation, on a un jour où le dernier jour, on peut reparler avec les autres. Parce que le retour à la normale, c'est super violent. C'est-à-dire que tout d'un coup, on voit, on sort des 10 jours, on a eu ce sas de décompression quand même, où on a un peu parlé avec les autres, mais c'est quand même les autres sont ceux avec qui on a partagé ces 10 jours. Et quand on sort de là, on dit ah oui, ben d'accord, mais alors donc ils sont tous dingues en fait. Donc il faut un petit moment pour se réhabituer. Et le personnage de Sébastien est donc arrivé très rapidement dès mon retour. Donc je savais qu'il y avait ces deux personnages et qu'il y aurait un chapitre chacun. Et là, j'ai commencé à repartir. Je ne me suis pas préoccupée d'Hélène du tout. Je me suis tout de suite préoccupée de Sébastien, de regarder des films, de regarder, de lire beaucoup sur septembre 2001, de reprendre des choses, toutes les conditions, etc. D'ailleurs, c'était une replongée journalistique, puisque j'ai quitté ce métier complètement. Et c'était très intéressant, cette plongée à faire. Voilà, pour l'écriture. Et alors, tu disais tout à l'heure que tu n'avais pas forcément perçu toutes les sensations d'Hélène, mais comment alors tu as pu les décrire aussi précisément dans ton livre? Alors, je me suis servie de certaines sensations, mais je les ai aussi mélangées avec des témoignages d'autres méditants que j'ai pu interroger ou avec qui j'ai pu discuter. Donc, c'est un mélange en fait. J'ai pris pour Hélène ce qui correspondait au caractère d'Hélène. C'est-à-dire qu'en fait, une fois que le caractère de la personne, c'est pas un personnage pour moi, c'est une personne. Donc, la personne d'Hélène, avec ce qu'elle était, ne pouvait pas vivre plein de choses comme moi je les ai vécues. Donc, je me servais de ce qu'était Hélène, de la façon dont elle était, pour prendre là et là des choses qui étaient cohérentes avec la personne d'Hélène. Il y a des choses que j'ai vécues d'une certaine façon, Hélène n'aurait pas pu les vivre du tout, on n'a pas du tout le même parcours. Puis Hélène est un personnage qui écrit, mais qui ne sait pas qu'elle veut être écrivain ou qu'elle veut écrire. C'est quelqu'un un peu paumé, un peu perdu. Donc, j'ai jamais eu ça, en fait. J'ai jamais traversé ça. Et par rapport au confinement aujourd'hui, alors, comment tu le vis? Au risque de répéter ce qu'ont dit énormément d'écrivains, ma vie n'a pas foncièrement changé. C'est-à-dire que je vis déjà comme ça. Je vis chez moi. Alors évidemment, bien sûr, je sors et bien sûr, je vais faire du sport, je vais nager, voilà. Donc, la vie en elle-même, quand je suis chez moi, elle n'a pas du tout changé. J'ai pas besoin de recevoir des tutoriels pour savoir comment faire mon pain, comment m'occuper de mes enfants. Et d'ailleurs, ça m'a beaucoup étonnée tous ces trucs au début où finalement, on avait l'air de s'adresser à des gens qui allaient être complètement paumés parce qu'ils restaient chez eux. Alors que je pense qu'il y en a beaucoup à qui ça a fait pas mal de bien aussi. C'est pas ça le truc que je partage avec tous les autres et qui est difficile, c'est de savoir.
C'est de savoir ce qui se passe dans les hôpitaux, c'est de le lire, c'est de savoir ce qui se passe pour les soignants, c'est de savoir toutes ces personnes qui sont seules dans les EHPAD, tous ceux qui ne peuvent plus recevoir de visite. C'est de savoir qu'il y a des émeutes en banlieue, qu'il y a des violences dans les familles, que les enfants sont en danger de mort. Que ça m'atteint au plus profond de ma chair. Et c'est une impossibilité que la vie soit comme d'habitude. Voilà. Donc, les conditions du confinement ne me sont pas étrangères, mais tout ce que je sais pollue tout ça, et à tel point que quand je me jette dans le boulot, je fais beaucoup de choses, etc. J'arrive à mettre à distance ça. Mais quand je sors, que je vois tous les gens avec des masques, quand je vois tout est fermé, quand je vois... alors, je ne vois pas le pire. C'est ça, d'ailleurs, ce qui est terrible. C'est tout ce qu'on devine. C'est ce qu'on ne voit pas. C'est notre métier de deviner et de pressentir tout ce qu'on ne voit pas et de faire voir tout ce qu'on ne voit pas. Et du coup, écrire, c'est être sans peau. Et quand on est sans peau, c'est comme un grand brûlé. On est atteint par les choses. On pleure, on rit, et les rires sont comme ceux des enfants et comme les pleurs des enfants. C'est des immenses chagrins, c'est des immenses fous rires. Et donc, quand je sors, c'est là que je vois Paris qui n'a jamais été aussi beau, jamais aussi inondé de soleil et aussi pur, sans avion, sans presque de voiture. Et malgré tout, cette situation est complètement incongrue. Je ne sais même pas comment la nommer. Je crois il manque des mots là pour nommer les choses. Et d'ailleurs, en général, on commence à nommer les choses à partir du moment où on les expérimente. Et il y a certaines choses qu'on n'arrive pas à nommer. Par exemple, quand on perd ses parents, on est orphelin. Mais quand on perd ses enfants, on n'est rien. Il n'y a pas de mot pour nommer ça. Donc on n'a pas le mot exact qui devrait décrire ce que nous sommes en train de vivre tous en ce moment. Je pense qu'il n'existe pas encore. Et donc effectivement, oui, on pourrait dire que c'est aussi un moment extrêmement romanesque, je l'ai entendu dire, et c'est pas faux, parce que, enfin, je préfère quand même écrire des fictions que me retrouver dans une fiction en train de vivre des choses qui ressemblent même à la science-fiction. J'ai perdu Céline. Allô? Céline, je ne t'entends plus. Que se passe-t-il? Je vais revenir parce que je crois que Céline a une coupure réseau et je ne sais même pas si elle s'en aperçoit. Ah, d'accord, ok. Ok. Mais elle va s'en apercevoir là, je pense, parce que peut-être... Viens en vidéo, c'est plus sympa. Oui, quand même. Voilà, je reviens. Donc, je vais prendre un petit peu le relais. Moi, alors, je t'ai écouté avec beaucoup d'attention et ce qui est très rigolo, c'est que moi, j'ai une lecture différente de Céline. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup rigolé pendant tout. Ton livre, il est quand même très, très fort. Il y a de la profondeur, il y a plein de choses, mais il y a aussi beaucoup d'humour. Moi, j'ai vraiment beaucoup rigolé. Hein. Il y a des tu dis, t'as l'art de dire des choses très profondes avec légèreté, et ça, c'était très intéressant. Je trouvais que c'était très intéressant dans ton roman. Et il y a, alors, j'ai des questions. Je sais pas si tu veux que il y a des questions. Oui, commençons. Oui, bien sûr. Je sais pas. Je vois que Céline n'est toujours pas là, donc je vais y aller parce qu'il y a une question qui est assez intéressante. Est-ce que tu t'intéresses à l'expérience de Mathieu Ricard, qui est devenu bouddhiste, et réfléchis sur le monde avec empathie? Elle va bien, cette question. Est-ce que je m'intéresse à son expérience? Je pense que c'est plus qu'une expérience. Mathieu Ricard, c'est une façon de vivre. Hein. Et bien sûr que dès qu'on médite, on change sa façon de vivre, parce que déjà, on apprend à sauter à l'intérieur de l'autre ou sauter à l'extérieur de soi, mais c'est pareil en réalité. C'est-à-dire que tout d'un coup, on ne voit plus l'autre qui nous agresse ou qu'on peut plus, c'est pas possible. On voit comment ça se passe entre les deux, comment on lui répond,
Alors évidemment, hein, on ne fait pas ça tout le temps, hein, parce que je ne suis pas devenue moine. Hein, Oui, c'est un long chemin. Il y a des moments où ma compassion et ma sympathie sont résumées par un gros merde, ou je ne sais pas, mais en tout cas, voilà. Alors, évidemment, bien sûr, je m'intéresse, mais pas seulement à Mathieu Ricard, à tout plein d'autres qui ont dit des choses magnifiques, écrit des choses magnifiques. Voilà, j'ai beaucoup lu Krishnamurti pendant que j'écrivais le bouquin, qui arrive à ce degré d'écriture sans penser. Quand on est vraiment dans l'écriture impulsée, et d'ailleurs dans la création, hein, les sculpteurs disent la même chose, les peintres disent la même chose, on s'attend dans la toile, on s'attend dans la page, et ça ne passe pas par la pensée, ça passe par le corps. Alors attention, il y a Céline qui va revenir. Et alors, en rapport avec cette question, est-ce que tu médites en dehors des stages que tu fais? Oui, normalement, il faudrait méditer 1 heure le matin, 1 heure le soir, je n'y arrive pas. Mais oui, et ça m'a énormément aidée puisque j'ai eu le Covid au début du confinement. Ouais. Et ça m'a vraiment beaucoup aidée, y compris le yoga. Ça m'a beaucoup aidée à respirer, à calmer le stress de l'insuffisance respiratoire, qui est quand même un peu flippante, il faut quand même Et tu admettre. vas mieux là? Rassure tout le monde, tu vas beaucoup mieux là. Oui, je vais parfaitement bien. Je ne sais pas où il est planqué dans mon corps. A priori, je ne devrais pas être contagieuse, mais comme on ne sait pas grand-chose et que ce qu'on savait hier, le lendemain, ça a changé, j'essaye d'en faire un ami. De me dire, voilà, mets-toi où tu veux dans le corps, etc., mais juste pour faire anticorps. Pas, Je crois que Céline est revenue. Je sais pas, excuse-moi de te couper, Frédéric. Est-ce que Céline nous entend? Oui, oui, je vous entends. voilà. Donc, on a commencé un petit peu des petites questions pendant que tu étais partie. Oui, oui, vous avez bien fait. Je suis désolée, il y a eu un problème de connexion Internet. Donc, je vous relaisse toutes les deux ou vous voulez qu'on continue les questions? Parce que j'ai plein de questions en fait. Oui, oui, on peut continuer les questions parce que l'heure avance et vas-y, continue les questions. Une question qui peut être pas mal, ça, c'est est-ce que Sankara est une étape suivante qu'aurait pu vivre Marie de la vie d'une autre? Oh, mon Dieu. Bon, je crois que c'est même pas moi qui en fait, je vais aller faire à manger là, non. Parce que tu as déjà mangé en plus. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne fais pas de lien entre les différentes personnes de mes livres, parce que sont des personnes différentes. C'est pas moi qui m'injecte dans chaque livre, donc peut-être que ça pourrait l'apaiser, Marie. Ça pourrait apaiser son côté angoissé par rapport à la perte d'avant, puisqu'en fait, ce qui est très intéressant dans cette question, il y a quelque chose qui est très très intéressant, c'est que quand on médite, on laisse tomber. Alors, je vous dis les sankaras. Qu'est-ce que c'est que les sankaras? Les sankaras, c'est tout ce qui remonte quand on médite. Bon ou pas bon, ce sont des sensations qui remontent et qui nous, que nous vivons au niveau physique. Hein. Donc, ça peut être des sensations douloureuses ou des sensations agréables. Et c'est tout ce qu'on a emmagasiné. Donc, c'est le passé. Du coup, Marie, elle est vraiment dans le passé qui est parfois, et très souvent pour chacun d'entre nous, le passif. Et donc, on ne regarde pas la personne qui est en train de nous parler avec ce qu'elle est en train de nous dire, mais aussi avec toute l'histoire qu'on a avec cette personne. C'est très intéressant à constater ça au moment de Noël. Il paraît que Noël, c'est le moment le plus traumatique dans les familles, parce que vous repartez parfois chez les parents, parfois vous êtes assis à table à la même place que vous aviez quand vous étiez enfant. Voilà, il y a des tas de trucs qui se passent à Noël qui sont vraiment de cet ordre-là, et c'est ce qu'on abandonne quand on médite. On abandonne, on apprend à abandonner cette espèce de sac dans lequel on est toujours en train de remettre des pierres et qui finit par être assez lourd avec les années. J'ai une question sur ton écriture. Est-ce qu'elle a été définitivement métamorphosée avec l'expérience de la méditation ou les sujets que tu aborderas plus tard? Est-ce qu'il y a une transformation, une métamorphose dans ton écriture? Alors, j'aurais tendance à penser que chaque livre nous métamorphose, et même avancer de livre en livre, c'est une métamorphose.
j'espère qu'on fait des progrès. C'est pour ça que je suis toujours angoissée quand on me demande par lequel je commence, parce que je me dis que si la personne commence par le dernier, plus elle va remonter, plus ça va être mauvais. Du coup, je sais, je peux pas répondre à ça parce que ce serait plutôt les autres qui pourraient le dire. Peut-être mon éditrice me dira. Mais elle n'est pas là. Me dira ça, mais je saurais pas en fait. Non, je ne sais pas. Peut-être que l'écriture sera métamorphosée, mais je pense que c'est quand même tous les livres qui nous font avancer différemment. Et les livres qu'on lit aussi d'ailleurs. Ouais. Il y a quelqu'un qui aimerait bien que tu parles très rapidement des ateliers séjours que tu animes. Alors, effectivement, j'anime des ateliers d'écriture. On m'en a demandé pendant 10 ans et j'ai toujours dit non. Alors que je transmettais tout le reste, en fait, j'ai beaucoup donné de cours à des étudiants, la caméra, la télé, le journalisme. Mais ça, je ne voulais pas le transmettre, je me disais que ça ne s'apprenait pas. Enfin, je ne sais pas, je ne voulais pas. C'est totalement idiot de ma part. Et puis un jour, on m'a demandé un atelier pour la prison. Et à vrai dire, je n'ai pas osé dire non. Et cette expérience en prison a été tellement forte que je me suis dit, mais pourquoi je ne veux pas transmettre ça? Et ça a aussi correspondu à un moment où un de mes enfants m'a dit, mais tu te rends compte que là, tu as sauvé une situation avec une lettre. Et pourquoi tu ne veux pas transmettre ça? Alors, c'est intéressant quand quelqu'un de 20 ans vous interpelle sur une chose pareille. Donc, j'ai décidé de commencer. Donc, je fais à la fois les ateliers Gallimard et ces 6 jours au fin fond de l'Ardèche où nous sommes dans un endroit qui s'appelle Au fil de soie, quand même une merveille, au bord de l'Auzène. Ça ne s'écrit pas E-A-U plus loin Zen, ça s'écrit A-U-Z-E-N-E. Mais être au bord de la rivière pour écrire et en osmose avec les 10 personnes qui sont là, qui découvrent chacune leur voie d'écriture, c'est une magie absolue. Je remercie le ciel d'avoir rencontré ça parce que j'apprends beaucoup de choses aussi sur l'écriture et aussi sur la façon dont chacun évolue. J'essaye de mettre à disposition de chacun. Il n'y a pas de recette. Il n'y a pas de gens qui viennent. En fait, chacun prend conscience de son écriture, de son envie d'écrire. Chacun prend conscience aussi de savoir s'il veut écrire pour lui-même ou publier, parce que ça n'est pas la même chose. Et on peut raconter des histoires aux autres, mais il ne faut pas se raconter d'histoires quand on a envie de publier. Il faut assumer cette envie. Je pense que ça permet aussi de découvrir que c'est énormément de travail, beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Et c'est bien que les personnes n'aient pas l'impression que ça y est, on a l'inspiration, paf, on s'y met, on pisse de la copie, c'est merveilleux, et ça sort. Je me souviens que Hubert Nissen, mon premier éditeur et regretté éditeur avec qui j'ai tellement appris pendant 6 ans, les 6 ans où je l'ai eu, me disait, parce que je me plaignais, je lui disais, mais enfin, c'est quand même que 2% l'inspiration, puis le reste, c'est 98% de travail, c'est quand même rude. Et il me disait, oui, mais les 2%, il faut les avoir. Et puis, surtout, tout le monde n'accepte pas de fournir les 98% pour avancer et pour fournir un texte qui ait une tête à peu près correcte. Alors, j'ai une question qui est très intéressante. Est-ce que la pratique de la méditation permet de trouver un sens à l'indicible? Ah, je ne sais pas si on a toujours Frédéric. On a perdu Frédéric là? Non? Tu es toujours Non, là? non, je suis toujours là. Tu es morte par la question? Je suis morte par la question, oui. Oui, Tu sais qui a posé cette question? non. C'est toi, page 225. Et j'aimerais bien que tu avais dit que tu poserais une question. Et c'est pas une question piège, mais je trouve que c'est intéressant que tu répondes à la question que tu poses à la page 225. Et tout le monde pourra vérifier, page 225, tu as écrit cette phrase. Et c'est marrant parce que j'allais te dire oui. Oui, oui, sans doute. Sans doute, mais il faut le découvrir soi-même. Ouais. Donc, en fait, quand un livre, de toute façon, un livre est là pour poser des questions dangereuses. Il n'est pas là pour donner des réponses. Et d'ailleurs, s'il n'est pas là pour poser des questions dangereuses, il n'a pas lieu d'être. Un livre qui ne pose pas de questions dangereuses, on l'oublie, en fait. C'est, comment disait Kafka, un livre et ce glaive qui doit briser la mer gelée en nous. C'est ça. C'est une espèce de coup de poing comme ça, un poignard qui, tout d'un coup, waouh, c'est ça en fait. C'est
c'est ça qui est extraordinaire. C'est un peu comme quand vous avez vu d'année en année tous les souvenirs de vacances de vos voisins, ou de vos copains ou de vos amis en vidéo, et que tout d'un coup, vous retournez au cinéma et vous voyez David Lynch. Et vous faites « Waouh, c'est ça en fait le cinéma !» C'est très méchant pour les films de vacances, mais voilà, c'est ce que fait un vrai livre. Il nous atteint au plus profond et on se dit « Waouh !» oui, c'est comme ça que c'était à l'intérieur, mais en fait, je n'avais aucun mot pour le dire. Il y a toujours la question récurrente. Les gens aimeraient bien savoir si tu arrives à lire, c'est ce que tu lis pendant le confinement, et est-ce que tu écris aussi ton prochain roman? Oui, alors j'écris mon prochain roman, qui est déjà un, un bout, un tiers, un quatrième, enfin je ne sais pas trop. Les fractions et moi, ça fait 12 trois quarts. Mais je l'ai abandonné, je ne peux pas continuer en ce moment. D'abord, je m'occupe beaucoup de ces rencontres online, voilà, à temps plein. Et j'écris aussi, oui, j'écris quand même, mais j'écris des choses personnelles sur ce qui vient, sur tout ce qui vient en ce moment. Ça rejoint ce que tu as écrit dans ton livre où tu dis il me semble que ta vie est parsemée d'écrits abandonnés. C'est exactement ça, non? C'est un peu ça, c'est un peu ça. Et c'est très marrant parce que tout ce que j'écris en ce moment, je l'écris dans un petit livret Gallimard, qui est le rappel d'un livre de Christophe Onodibio qui s'appelle Croire au merveilleux. C'est totalement un hasard, mais l'autre jour, je m'en suis aperçue, je me suis Je ne dit, sais ah, pas quand même. si Céline est d'accord, mais je trouve que ce roman, en fait, il aurait dû sortir maintenant parce que c'est un roman idéal pendant le confinement, ton livre, finalement. Ah, Qu'en pense Céline? Je peux laisser la parole à Céline là-dessus, mais je trouve que c'est un très bon moment pour lire ton livre, ou le relire même. Oui, tout à fait. Je pense que c'est effectivement la période est tout à fait adéquate pour découvrir ce livre et se poser. Enfin, ça nous fait se poser plein de questions personnelles sur aussi notre vie et sur voilà comment on va aborder aussi cette fin de déconfinement. Euh, alors, c'est surtout la question que j'ai pas envie de me poser. Euh, la fin du déconfinement. C'est un beau titre, hein, la fin du déconfinement, cela dit. J'ai pas répondu à l'autre question qui était qu'est-ce que je lis en ce moment. En général, je lis 4 à 5 livres par semaine. En ce moment, je ne lis pas 4 à 5 livres par semaine, j'y arrive pas. Je lis de façon, je pioche. J'ouvre, je lis un chapitre, je relis un chapitre de livres que j'ai déjà lus. J'ai essayé, j'ai commencé plusieurs livres. Si, je suis arrivée à lire celui d'Alexandra Schwarzbrod au tout début du confinement, Les Lumières de Tel Aviv, qui vient aussi de sortir. J'essaye de lire ceux que je n'ai pas lus et qui vont faire partie des rencontres, parce que ça m'intéresse. Mais c'est vrai que j'ai quand même du mal à lire, à part en piochant comme ça, parce que je pratique le livre oracle. Alors, je prends n'importe lequel, je l'ouvre, et ça correspond. Tiens, d'ailleurs, je vais le faire. Là. Ah oui. Je vais attraper un livre, n'importe lequel. Je vais ouvrir n'importe où. Le corps de Dirk Burnaby n'avait jamais été retrouvé, mais il était certainement mort, et un acte de décès officiel avait fini par être délivré. Après une enquête très médiatisée, la police avait conclu à l'accident, un euphémisme selon Chandler. Traditionnellement, le bureau du coroner évitait de conclure au suicide chaque fois qu'il le pouvait. Les morts étaient généralement jugées accidentelles, par désir de ne pas bouleverser davantage les survivants et par désir de minimiser l'importance des suicides dans ce haut lieu touristique. Même lorsque le suicidé laissait un mot, il ne figurait pas toujours dans le rapport de police officiel. Le péché le plus grave, sauter la vie par désespoir. Bon, là, je vous laisse méditer sur le fait que ça correspond. Ce sont les chutes. Alors, vous voyez à l'envers, là, non? Non. Vous voyez bien? Ouais, c'est moi qui le vois à l'envers. Là, on voit. Il n'y a que sur Instagram où on voit à l'envers. D'accord, c'est Joyce Carol Oates, Les chutes. Magnifique ce film, ce livre. Voilà, donc très souvent, c'est assez intéressant parce que ça correspond quand même. C'est même assez troublant quelquefois, je dois dire. Ce fait de piocher comme ça dans la bibliothèque et de sortir n'importe quelle page. Et tiens, justement, j'ai fait un lapsus entre livre et film. Est-ce que tu aimerais que ce livre-là, Sankara, soit adapté au cinéma?
Je plains le réalisateur. Non, il pourrait faire des choses très sensuelles. C'est très beau, hein. Toutes ces femmes qui ont des châles, c'est très visuel. C'est quelque chose qui m'a beaucoup frappée. Par contre, au niveau de la narration, pour l'adapter, il faudrait vraiment avoir une sacrée narration qui tienne le truc entre les deux. Enfin, bon, c'est pas mon boulot en fait. Je laisse ça au scénariste. Mais ça, c'est pas facile à adapter. Céline, est-ce que tu as toi des questions de ton côté ou pas? Je sais pas, comme j'ai été coupée, je ne sais pas si elle a répondu à cette question. C'était de savoir que voulait dire le titre Sankara. Ah oui, alors j'ai expliqué. Alors j'ai fait exprès d'expliquer pendant que tu n'étais pas là pour te piéger là maintenant. Oui, j'ai expliqué ce qu'était Sankara. En fait, ce que je n'ai pas dit par contre, c'est bien que tu y reviennes, c'est un mot pali. La méditation qui s'appelle une méditation Vipassana. Vipassana aussi, c'est un mot pali. Et ça veut dire les choses telles qu'elles sont. Alors, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on est plutôt intéressé par les choses telles qu'on voudrait qu'elles soient, mais pas beaucoup les choses telles qu'elles sont, en fait. Voilà. Alors, est-ce que le jeune homme, là, que j'aperçois sur la droite, pourrait couper Pardon. sa caméra? Voilà. Donc, je crois que j'ai eu toutes les questions là. Il y en avait pas mal d'ailleurs. Je trouve que c'était plutôt bien. Ouais, non, Céline? Posé toutes les questions. Oui, bah, écoute, moi, je suis ravie d'avoir fait cette rencontre avec toi aujourd'hui. J'espère que tous nos auditeurs seront contents aussi. Et je trouve vraiment fantastique cette initiative que tu as prise d'organiser toutes ces rencontres à domicile. Et je te remercie vraiment d'avoir été avec nous ce soir. C'était un plaisir, même si je vous le dis, il y a une frustration de ne pas entendre tout le monde, de ne pas entendre vos souffles, en fait. Voilà. D'ailleurs, quelque chose que je n'ai pas dit sur le souffle, c'est quand même très étrange que le moment où la planète respire, nous, on étouffe et on nous enferme. Et ce souffle, qui est le souffle de vie, on en a besoin. Alors, voilà, c'est bizarre parce que je ne l'ai pas là, mais je sais que vous êtes là et je sais que vous êtes là. Merci en tout cas. Moi, ça m'a fait plaisir de t'avoir là parce que d'habitude, je t'ai dans l'oreillette. Donc, moi, c'est bien de t'avoir en visite pour une fois. Donc, je voudrais juste annoncer que dimanche à 16 h, on aura la librairie Doucet qui aura la joie de faire une rencontre avec Tatiana de René. C'est à 16 h. Lundi, on aura Jérôme Attal qui sera interrogé par Nicolas Houguet et ça sera à 17 h 30. Mardi, on inverse les rôles. Frédéric sera à la technique et moi, je serai devant la caméra puisque c'est moi qui animerai la rencontre avec Jessica Nelson. Et ça sera à 17 h. Et après, on reviendra plus tard parce qu'on sera quasiment presque tous les soirs chez vous. Donc, merci Frédéric pour cette belle initiative. Encore bravo. Et puis, on vous dit à bientôt. Je voudrais juste dire un petit truc. Est-ce que vous pouvez ne pas oublier d'aller sur la page Facebook pour ceux qui ont Facebook et vous inscrire parce que comme ça, vous recevez toutes les rencontres. Voilà. C'est bien. Bah, je vous dis merci beaucoup, mesdames. Et puis, à bientôt. Passez une bonne soirée. Et puis, comme dirait une certaine Miss Météo, prenez soin de vous. Bye bye. Merci. Au revoir à tout le monde.